dans un petit village africain, Nkamba, vivait une famille modeste. Le village était paisible, avec des maisons en boue séchée et des toits de chaume. Les habitants vivaient de l'agriculture et de l'élevage, et les enfants jouaient librement sous le soleil brûlant. Au cœur de Nkamba, Kofi et Amina formaient un couple respecté. Kofi, robuste et travailleur, était apprécié pour sa gentillesse. Amina, douce et attentionnée, était connue pour son sourire et ses talents de cuisinière. Ils avaient une fille unique, Zara, vive et curieuse. Zara, 10 ans, était connue pour son intelligence et sa sagesse. Elle aimait écouter les histoires des anciens et rêvait d'un avenir meilleur. Sa vie était rythmée par les routines du village, aidant sa mère le matin et allant à l'école modeste du village. Zara excellait à l'école, aimant particulièrement la lecture et l'écriture. Après l'école, elle aidait ses parents dans les champs, apprenant de son père à reconnaître les plantes. Le soir, la famille se réunissait autour d'un feu pour partager le repas. Un jour, après une année scolaire réussie, Kofi et Amina décidèrent de récompenser Zara. Ils lui annoncèrent qu'ils allaient l'emmener en ville pour visiter sa tante Fatou. Zara, excitée, n'avait jamais quitté le village auparavant. Le jour du départ, Zara se réveilla tôt, impatiente. Elle avait préparé ses affaires et portait sa plus belle robe. La famille, habillée de ses meilleurs vêtements, se dirigea vers la gare du village pour prendre le bus. La gare du village était animée. Kofi acheta les billets, et la famille trouva des places à l'avant du bus. Zara, fascinée, s'assit à côté du chauffeur, émerveillée par le paysage défilant, champs verdoyants, arbres majestueux, petit village. Le trajet en bus dura plusieurs heures. Zara, curieuse, posait des questions à son père sur les régions traversées. Kofi partageait ses connaissances, tandis qu'Amina, derrière eux, souriait, heureuse de voir sa fille si enthousiaste. Alors que le bus approchait de la ville, une voiture perdit le contrôle et dévia vers le bus. Le chauffeur, paniqué, tenta d'éviter la collision, mais le bus dérapa et fit des tonneaux avant de s'immobiliser dans un nuage de poussière. Le choc fut violent, et Zara, assise à l'avant, fut projetée contre la vitre. Elle perdit connaissance pendant quelques instants, mais reprit ses esprits rapidement. Autour d'elle, c'était le chaos. Le bus avait pris feu, et les passagers criaient et pleuraient, pris au piège dans l'épave. Zara réussit à sortir par une fenêtre brisée, aidée par un passager qui l'attrapa par le bras. Elle courut à quelques mètres du bus, le cœur battant, et se retourna pour voir la scène horrifiante. Le bus était maintenant en flammes, et les cris des passagers bloqués à l'intérieur déchiraient l'air. Zara chercha désespérément ses parents parmi les survivants, mais elle ne les vit nulle part. Elle comprit alors avec horreur qu'ils étaient encore à l'intérieur du bus. Les villageois et les passagers qui avaient réussi à s'échapper tentaient d'éteindre les flammes, mais c'était en vain. La perte et la solitude, Zara resta là, immobile, les yeux remplis de larmes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. En quelques instants, sa vie avait basculé. Ses parents, son pilier, son refuge, avaient disparu. Elle se sentait perdue, seule au monde, sans savoir où aller ni quoi faire. Les villageois tentèrent de la réconforter, mais rien ne pouvait apaiser sa douleur. Un homme âgé, qui avait assisté à la scène, s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait de la famille en ville. Zara, à travers ses larmes, mentionna sa tante Fatou. L'homme lui promit de l'aider à la retrouver. Il l'emmena dans sa charrette et la conduisit jusqu'à la grande maison de Fatou, située dans un quartier résidentiel de la ville. La rencontre avec Fatou. Fatou était une femme imposante, avec un regard perçant et une présence qui en imposait. Elle vivait dans une grande villa entourée d'un jardin luxuriant. Quand Fatou vit Zara, son visage s'illumina de surprise. « Mon Dieu, Zara! Que fais-tu ici? Et où sont tes parents ?» demanda-t-elle en la serrant dans ses bras. Zara, incapable de parler, fondit en larmes. L'homme qui l'avait amenée expliqua brièvement ce qui s'était passé, et Fatou fut sous le choc. « Tes parents, ils sont morts ?» demanda-t-elle, incrédule. Zara hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Fatou la prit par la main et la conduisit à l'intérieur de la maison. « Ne t'inquiète pas, ma chérie.
tu es en sécurité maintenant. Je vais m'occuper de toi. » Zara fut installée dans une chambre spacieuse, bien plus grande que celle qu'elle avait au village. La maison de Fatou était remplie de luxe, des meubles en bois précieux, des tapis moelleux, et des objets décoratifs qui semblaient sortis d'un magazine. Mais malgré tout ce confort, Zara se sentait étrangère. La douleur de la perte de ses parents était trop forte, et elle avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Aïcha, la fille de Fatou, était une adolescente capricieuse et gâtée. Elle regardait Zara avec mépris, la considérant comme une intruse. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda-t-elle à sa mère. Fatou lui expliqua la situation, mais Aïcha ne sembla pas touchée. « Elle n'a qu'à rester dans sa chambre et ne pas nous déranger, dit-elle avant de retourner à ses occupations. » Zara passa ses premiers jours dans la maison à pleurer et à se recroqueviller dans son lit. Elle repensait sans cesse à ses parents, à leur amour, à leur rire, et à tout ce qu'ils avaient partagé. Elle se sentait seule, perdue dans un monde qui ne lui appartenait pas. Le choc fut violent, et Zara, assise à l'avant, fut projetée contre la vitre. Elle perdit connaissance pendant quelques instants, mais reprit ses esprits rapidement. Autour d'elle, c'était le chaos. Le bus avait pris feu, et les passagers criaient et pleuraient, pris au piège dans l'épave. Zara réussit à sortir par une fenêtre brisée, aidée par un passager qui l'attrapa par le bras. Elle courut à quelques mètres du bus, le cœur battant, et se retourna pour voir la scène horrifiante. Le bus était maintenant en flammes, et les cris des passagers bloqués à l'intérieur déchiraient l'air. Zara chercha désespérément ses parents parmi les survivants, mais elle ne les vit nulle part. Elle comprit alors avec horreur qu'ils étaient encore à l'intérieur du bus. Les villageois et les passagers qui avaient réussi à s'échapper tentaient d'éteindre les flammes, mais c'était en vain. La perte et la solitude, Zara resta là, immobile, les yeux remplis de larmes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. En quelques instants, sa vie avait basculé. Ses parents, son pilier, son refuge, avaient disparu. Elle se sentait perdue, seule au monde, sans savoir où aller ni quoi faire. Les villageois tentèrent de la réconforter, mais rien ne pouvait apaiser sa douleur. Un homme âgé, qui avait assisté à la scène, s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait de la famille en ville. Zara, à travers ses larmes, mentionna sa tante Fatou. L'homme lui promit de l'aider à la retrouver. Il l'emmena dans sa charrette et la conduisit jusqu'à la grande maison de Fatou, située dans un quartier résidentiel de la ville. La rencontre avec Fatou était une femme imposante, avec un regard perçant et une présence qui en imposait. Elle vivait dans une grande villa entourée d'un jardin luxuriant. Quand Fatou vit Zara, son visage s'illumina de surprise. « Mon Dieu, Zara! Que fais-tu ici? Et où sont tes parents ?» demanda-t-elle en la serrant dans ses bras. Zara, incapable de parler, fondit en larmes. L'homme qui l'avait amenée expliqua brièvement ce qui s'était passé, et Fatou fut sous le choc. « Tes parents, ils sont morts ?» demanda-t-elle, incrédule. Zara hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Fatou la prit par la main et la conduisit à l'intérieur de la maison. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Je vais m'occuper de toi. » Zara fut installée dans une chambre spacieuse, bien plus grande que celle qu'elle avait au village. La maison de Fatou était remplie de luxe, des meubles en bois précieux, des tapis moelleux, et des objets décoratifs qui semblaient sortis d'un magazine. Mais malgré tout ce confort, Zara se sentait étrangère. La douleur de la perte de ses parents était trop forte, et elle avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Aïcha, la fille de Fatou, était une adolescente capricieuse et gâtée. Elle regardait Zara avec mépris, la considérant comme une intruse. « Pourquoi est-elle ici ?» demanda-t-elle à sa mère. Fatou lui expliqua la situation, mais Aïcha ne sembla pas touchée. « Elle n'a qu'à rester dans sa chambre et ne pas nous déranger, dit-elle avant de retourner à ses occupations. » Zara passa ses premiers jours dans la maison à pleurer et à se recroqueviller dans son lit. Elle repensait sans cesse à ses parents, à leur amour, à leur rire, et à tout ce qu'ils avaient partagé. Elle se sentait seule, perdue dans un monde qui ne lui appartenait pas. Zara passa les premières semaines chez sa tante Fatou dans un état de choc et de désorientation. La perte de ses parents la hantait jour et nuit,
et elle avait du mal à s'habituer à son nouvel environnement. La maison de Fatou, bien que luxueuse, lui semblait froide et impersonnelle. Fatou semblait déterminée à éduquer Zara selon ses propres standards. « Tu dois apprendre à être une jeune femme respectable », disait-elle souvent en lui assignant des tâches ménagères. Zara, habituée à aider ses parents dans les champs, sentait que les attentes de sa tante étaient élevées. Aïcha, la fille de Fatou, ne facilitait pas l'intégration de Zara. Elle la traitait avec mépris, la considérant comme une intruse. « Pourquoi est-elle toujours là ?» demandait-elle souvent à sa mère. Fatou, bien qu'elle tentait parfois de calmer sa fille, ne mettait pas fin à ses comportements. Au fil des semaines, Zara commença à remarquer que la bienveillance apparente de Fatou cachait une nature plus sombre. Un soir, après avoir renversé un verre d'eau, Fatou entra dans une colère noire et frappa Zara sur la main avec une cuillère en bois. L'incident la marqua profondément. Les punitions devinrent fréquentes. Si Zara oubliait une tâche ou faisait une erreur, Fatou la réprimandait violemment, parfois devant Aïcha, qui semblait prendre plaisir à voir sa cousine humiliée. Zara, trop effrayée pour protester, apprit à se faire petite et à obéir sans poser de questions. Issa, le mari de Fatou, était distant et autoritaire. Un soir, alors que Fatou et Aïcha étaient sortis, Issa entra dans la chambre de Zara sans frapper. Il s'assit à côté d'elle et commença à lui caresser les cheveux, la laissant troublée et mal à l'aise. Elle décida de ne pas en parler à Fatou. Les semaines passèrent, et Zara devint de plus en plus une servante dans la maison de Fatou. Elle était chargée de toutes les tâches ménagères. Fatou justifiait cela en disant que Zara devait apprendre à être utile, mais il était clair qu'elle profitait de la situation. Aïcha profitait de la présence de Zara, lui ordonnant de lui apporter ses affaires, de nettoyer sa chambre, et même de lui faire ses devoirs. « Tu es là pour servir, pas pour te reposer », disait-elle souvent avec un sourire moqueur. Zara obéissait sans mot dire, renforçant son sentiment d'être exploitée. Un jour, après que Zara eut accidentellement brûlé le repas, Fatou entra dans une rage incontrôlable et frappa Zara avec une ceinture. Zara, en larmes, tenta de se protéger, mais les coups continuaient. Aïcha, qui assistait à la scène, éclata de rire, augmentant l'humiliation de Zara. Les abus physiques devinrent fréquents. Fatou trouvait toujours une raison pour punir Zara. Zara apprit à endurer la douleur en silence, de peur que les choses ne s'aggravent si elle se plaignait. Les abus psychologiques étaient tout aussi dévastateurs, rabaissant Zara à chaque occasion. Lui rappeler qu'elle n'était qu'une pauvre fille du village qui ne méritait pas leur générosité. « Tu devrais être reconnaissante que nous t'ayons accueillie », disait souvent Fatou. « Sans nous, tu serais dans la rue. » Zara se sentait de plus en plus isolée. Elle n'avait personne à qui parler de ses souffrances, et les villageois qui l'avaient aidée à arriver chez Fatou étaient loin. Elle passait ses nuits à pleurer dans son lit, priant pour que ses parents lui donnent la force de surmonter cette épreuve. Un soir, alors qu'elle était assise dans sa chambre, Zara entendit une conversation entre Fatou et Issa. « Elle commence à devenir un fardeau », disait Fatou. « Nous devons trouver une solution. » Issa répondit quelque chose que Zara ne put entendre, mais le ton de sa voix la glaça. Elle comprit alors que sa situation était encore plus précaire qu'elle ne l'avait imaginé. Malgré les abus et les humiliations, Zara trouva en elle une force insoupçonnée. Elle se rappelait les leçons de ses parents, qui lui avaient toujours dit de rester forte et de ne jamais abandonner. Elle commença à chercher des moyens de s'échapper mentalement de sa situation, en se plongeant dans les livres qu'elle trouvait dans la bibliothèque de la maison. Un jour, alors qu'elle rangeait les affaires d'Aïcha, Zara trouva un vieux journal intime caché sous le matelas. Elle l'ouvrit et découvrit que Aïcha y racontait ses propres peines et frustrations. Zara fut surprise de voir que sa cousine, malgré son attitude arrogante, souffrait également. Cela lui donna un peu d'espoir, peut-être que même dans cette maison pleine de douleur, il y avait une lueur d'humanité. Zara prit une décision, elle ne se laisserait pas briser. Elle continuerait à endurer les abus, mais elle chercherait aussi des moyens de s'en sortir. Elle commença à économiser les quelques pièces que Fatou lui donnait parfois pour faire les courses, espérant un jour avoir assez pour quitter cette maison. En attendant,
elle apprit à se protéger mentalement. Elle imaginait un avenir où elle serait libre, où elle pourrait vivre sans craindre les coups et les insultes. Cet espoir, aussi ténu soit-il, lui permit de tenir bon. Les mois passèrent, et la situation de Zara chez Fatou ne fit qu'empirer. Les abus physiques et psychologiques devinrent de plus en plus fréquents et intenses. Fatou, qui avait initialement justifié ses actions par un désir de discipliner Zara, semblait maintenant prendre un plaisir pervers à la maltraiter. Issa, quant à lui, devenait de plus en plus intrusif dans sa vie, faisant des remarques déplacées et la touchant de manière inappropriée lorsque Fatou n'était pas dans les parages. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Zara s'effondra dans sa chambre, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait piégée, comme si les murs de la maison se refermaient sur elle. Elle pria silencieusement, demandant à Dieu de lui montrer un chemin, une issue à cette souffrance sans fin. La révélation de Chioma un jour, alors qu'elle rangeait la chambre d'Aïcha, Zara trouva une lettre cachée sous le matelas. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit qu'Aïcha écrivait à une amie, décrivant ses propres frustrations et ses sentiments d'être étouffée par les attentes de ses parents. Zara fut surprise de voir que sa cousine, malgré son attitude arrogante, souffrait également. Cela lui donna un peu d'espoir, peut-être que même dans cette maison pleine de douleur, il y avait une lueur d'humanité. « Aïcha, j'ai trouvé ta lettre, dit-elle doucement. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. » Aïcha, d'abord surprise, puis furieuse, lui arracha la lettre des mains. « Qu'est-ce que tu fais à fouiller dans mes affaires » cria-t-elle. Zara décida de confronter Aïcha. Un soir, alors qu'elles étaient seules dans la maison, elle aborda le sujet avec prudence. Mais après un moment de silence, elle fondit en larmes. « Je déteste cette maison, avoua-t-elle. Je déteste la façon dont ma mère me traite, comme si je n'étais qu'une extension d'elle-même. » Zara, émue par la vulnérabilité de sa cousine, lui tendit la main. « Nous ne sommes pas si différentes, toi et moi, dit-elle. Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement. » Le plan d'évasion Aïcha, bien qu'elle avait toujours été cruelle envers Zara, commença à voir en elle une alliée potentielle. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour s'échapper de la maison. Aïcha avait économisé de l'argent en secret, et elle proposa de l'utiliser pour acheter des billets de bus pour une ville éloignée où elles pourraient recommencer leur vie. Le jour de l'évasion arriva. Zara et Aïcha firent semblant de dormir, attendant que Fatou et Issa soient profondément endormis. Elles prirent leurs sacs, remplis de vêtements et de quelques provisions, et sortirent silencieusement de la maison. Le cœur battant, elles marchèrent jusqu'à la gare routière, où elles achetèrent des billets pour la ville de Lubumbashi, une grande métropole située à plusieurs centaines de kilomètres. Arrivées à Lubumbashi, Zara et Aïcha se sentirent à la fois libres et perdues. La ville était immense, bruyante et pleine de dangers, mais elle offrait aussi des opportunités. Elles trouvèrent une petite chambre à louer dans un quartier modeste et commencèrent à chercher du travail. Zara, grâce à son éducation et à sa détermination, trouva un emploi dans une petite école locale en tant qu'assistante enseignante. Aïcha, quant à elle, commença à travailler dans un salon de coiffure. Bien que leur vie était loin d'être facile, elles se sentaient enfin libres de la tyrannie de Fatou et Issa. Au fil des mois, Zara et Aïcha commencèrent à reconstruire leur vie. Zara, grâce à son travail à l'école, retrouva un sens à son existence. Elle aimait aider les enfants à apprendre et à grandir, et elle se sentait enfin utile. Aïcha découvrit une passion pour la coiffure et rêva d'ouvrir son propre salon. Un jour, Zara reçut une lettre d'un ancien voisin du village de Nkamba. Il lui apprit que Fatou et Issa avaient été arrêtés pour des crimes financiers et que leur maison avait été saisie. Zara, bien qu'elle ne souhaitait pas revoir sa tante, sentit un poids se soulever de ses épaules. Zara et Aïcha décidèrent de retourner à Nkamba pour témoigner contre Fatou et Issa. Le procès fut long et douloureux, mais il permit de révéler toute l'étendue des abus qu'elles avaient subis. Fatou et Issa furent condamnés à de longues peines de prison, et leur richesse fut confisquée. Zara, enfin libre, retourna à Lubumbashi avec Aïcha. Elles décidèrent de fonder une association pour aider les enfants et les femmes victimes d'abus. Zara,
grâce à son expérience, devint une figure inspirante dans la communauté, montrant qu'il est possible de trouver la lumière. Zara, maintenant une jeune femme forte et indépendante, regarda vers l'avenir avec espoir. Elle savait que les cicatrices de son passé ne disparaîtraient jamais, mais elle avait appris à vivre avec elles. Elle avait trouvé une famille dans la communauté qu'elle avait aidé à bâtir. Un jour, alors qu'elle marchait dans les rues de Lubumbashi, Zara croisa un jeune homme qui lui rappela son père. Elle sourit, sachant que ses parents veillaient sur elle. Elle avait survécu à l'enfer, et maintenant, elle était prête à vivre pleinement. Si tu es vrai Africain, que penses-tu dans cette histoire ?